Stéphane, c'est à toi pour un quart d'heure, s'il te plaît. Oui, bonjour, j'espère que vous me recevez bien. A priori, on avait fait l'ensemble des essais ce matin et ça fonctionnait. C'est parfait, on t'entend très bien. Vas-y. Parfait, donc je partage mon écran et la présentation. Donc je vais vous parler ce matin en gros de l'aspect sectoriel, multisectoriel des évolutions envisagées dans le cadre de la transition écologique au travers d'un exercice qui est l'exercice Transition 2050. Je pense que certains dans la salle ont eu l'occasion de connaître. Pour information, vous trouvez sur le site web de l'ADEME institutionnel, vous avez une rubrique Les futurs en transition où vous pouvez retrouver plein d'informations et de documents, y compris des infographies, le rapport complet, une synthèse exécutive de ce que je vous présente là, et d'une manière plus large au-delà du secteur transport. Donc, en fait, Transition 2050, c'est parti l'initiative au niveau de l'agence, après plusieurs exercices prospectifs précédents, d'un besoin, je dirais, crucial de documenter des chemins d'atteinte de la neutralité carbone avec une fonction, c'est-à-dire c'est plus les réflexions qu'on a menées, je dirais, on a frotté des hypothèses aux outils de modélisation pour vérifier si cette neutralité carbone était envisageable. C'est plus ce cheminement de pensée que les résultats qu'on présente, puisqu'à la fin, on arrive à une neutralité. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir dans ce travail. Et ça permet d'éclairer le citoyen, les entrepreneurs et le politique. Il faut l'imaginer comme ça. Concrètement, ça veut dire qu'on a regardé 4 scénarios qui correspondent quelque part aux logiques du GIEC qui avait lui-même proposé d'examiner 4 niveaux de demande pour dresser les trajectoires. Je vais détailler un peu plus loin ces 4 scénarios, mais on documente dans ce travail quelque chose qui est rarement fait. On a des exercices très bien de prospective, notamment de nos collègues de RTE, mais qui vont documenter très très fort le sujet de la production électrique et de la consommation et tout un tas d'impacts, mais ils ne vont pas pouvoir forcément empiler tous les vecteurs énergétiques, tous les impacts sur les ressources forestières, la notion d'exploitation agricole et puis carbone, ou même aller modéliser les résultats de manière économique, commencer à étudier comment des citoyens et des acteurs réagiraient à ces choix de l'un ou l'autre des scénarios, ce qu'on appelle l'étude des modes de vie. Donc, au final, cet exercice nous permet de proposer des visions contrastées sur lesquelles en gros, à la fois les décideurs, les territoires, le citoyen peut se représenter les efforts à faire et en gros, où est-ce que vont poser les contraintes, quelque part, qui va être les gagnants, les perdants. C'est une façon un peu dure de le dire, mais c'est à ça que ça sert. Et donc voilà, je ne passe pas plus longtemps sur cette présentation. Juste peut-être revenir, parce que la question est posée, j'aime autant garder un peu de temps pour les échanges d'une manière un peu plus précise sur certains points de ma présentation. La notion de neutralité carbone, il faut bien avoir en tête qu'on part de niveau d'émissions à l'atmosphère de composés gaz à effet de serre, hein, je ne reviens pas là-dessus, CO2 et autres. Donc il y a une valeur indicative, peu importe si c'est des millions de tonnes de CO2, on va dire 130, très bien pour le secteur dont je m'occupe. On a une baisse qui est envisagée et un ensemble de puits qui permettent au final d'être en valeur globale plus bas que la situation à 100 décrit. Si vous avez moins 150, c'est la capacité de stockage quelque part de notre système, dans notre écosystème, hein, notamment les prairies, en gros c'est ce qu'on appelle les puits biologiques, les forêts, etc. Et au final, atteindre la neutralité, c'est arriver quelque part à compenser ce bilan pour que le global soit nul. Mais ça ne veut pas forcément dire que la partie émise à l'atmosphère est elle-même nulle. Donc là, c'est schématisé un peu à l'extrême, c'est un cas où vous avez quand même une réduction qui est quand même modérée. Généralement, vous allez le voir vers la fin de ma présentation, on arrive à avoir un talon d'émissions CO2 de quelques dizaines de millions de tonnes de CO2 dans des secteurs sur lesquels il va falloir en face solliciter plus ou moins fort des puits. Donc, si je reviens 2 minutes, prendre un peu de hauteur sur qu'est-ce qu'on a appelé des scénarios contrastés,
par rapport à ce que présentaient les travaux du GIEC, c'est des scénarios dont vous avez intitulé, qu'on a essayé de choisir de façon marquante. On a un scénario de frugalité, de sobriété, on va dire, forte, un scénario de coopération territoriale, donc avec une interaction entre acteurs élevée, mais un besoin aussi de mettre en œuvre des solutions efficaces et des solutions technologiques, un peu, on va dire, ce qu'on pourrait qualifier de technocouche, hein, par exemple pour le pari réparateur. Les technologies vertes, c'est une solution où la gouvernance est un peu plus à l'échelle de l'État, là où territorial et frugal voilà, se situerait à l'échelle des métropoles, des régions, des EPCI, on va dire, et là jusqu'au niveau carrément du territoire au champ communal, voire à l'IRIS, pour employer des vocabulaires de spécialistes des mailles territoriales. Donc, vous voyez ce contraste, en fait, parce que vous avez dans chacun des scénarios un des curseurs qui est positionné plus ou moins fort, et la façon dont on gère, on accompagne cette transition est plus ou moins loin du citoyen et éventuellement de l'entrepreneur, des acteurs économiques. Sur les impacts, ça rejoint un peu à cette notion de précédent des puits, c'est-à-dire que quand on est dans des scénarios où on aura limité au départ les émissions, ben on aura peu de puits à mettre sous la courbe que je vous ai présentée avant, enfin sous la barre de l'histogramme précédent. Et les scénarios où on n'aura pas beaucoup fait d'efforts en sobriété, ce qu'on appelle pour les transports le travail sur la demande de transport, le nombre de voyageurs, le nombre de marchandises fois les distances, nécessitera de rattraper le coup en capturant du carbone. Donc, ceci étant dit, là, vous avez un transparent qui est très riche, donc je ne vais pas le lire en ligne à ligne. Je pense que la présentation sera donnée, c'est enregistré, et puis il n'y a pas de souci à vous reporter sur les différents documents sur lesquels je vous ai donné la référence sur le site institutionnel ADEME. Vous avez ces 4 univers constatés, et donc ça permet par rapport à ce que Pierre vous a présenté, de situer cet exercice transition au-delà de la simple mobilité, du secteur transport et mobilité dans lequel on travaille tous les deux. Vous avez ici une représentation un peu des thématiques, des mots-clés qui confèrent un peu le contraste de ces 4 visions. Vous avez quelque chose qui va retrouver mon propos précédent, une action sur le localisme et une frugalité forte, c'est-à-dire qu'on a à la fois une obligation de résultat parce qu'on met peu de moyens et d'investissement, on est plutôt dans le low-tech, on n'est pas capable de fabriquer beaucoup de maisons neuves, on va plutôt rénover ce qui existe. Donc, c'est une logique en soi qui a des exigences pour atteindre la neutralité carbone. C'est-à-dire que ce qu'on présente là peut être vu selon les acteurs comme une forte contrainte ou quelque chose de positif. C'est-à-dire que si vous êtes déjà dans une démarche végane, végétarien, un scénario de génération frugale où on mange moins de viande peut vous aller. Si vous êtes un habitué, un carnivore ou un exploitant agricole qui travaille dans l'élevage, ça peut interroger, mais voilà, on a dressé ce chemin pour éclairer, pour faire prendre conscience que ces pistes étaient possibles. Et évidemment, la réalité ne sera pas un des 4 scénarios, mais va se situer quelque part dans une matrice bordée par ces 4 scénarios, mais il pourrait y en avoir d'autres. Donc, les scénarios 2 sont, comme je dis, sont joués sur une coopération à l'échelle des territoires en essayant de partager, en fait, les choses, de ne pas forcément construire beaucoup plus qu'au niveau bâtiment, au niveau industrie, que dans le S1, mais quand même une progression, puisqu'on va vers la droite du graphique. Le 3, plutôt porté à l'échelle des métropoles et de l'État, et qui s'appuie pas mal sur des solutions technologiques, c'est dans le titre. On reste dans un mode où la notion de consommation reste dominante, et le 4, c'est un peu le scénario extrême qui serait je dis qui serait parce que je me permets en tant qu'académien,
voilà, on n'a pas, nous, de scénario à mettre en avant. Dans ce type d'exercice, on a voulu documenter les quatre. Mais vous avez, dans le titre, on a quand même mis le mot Paris parce qu'on est assez inquiet d'une solution qui se contenterait ou qui ne mettrait pas des garde-fous, surtout au fur et à mesure de l'avancée des années et des rapports successifs du GIEC, et qui laisserait un peu l'État et le citoyen, les ONG, en dehors de décisions qui seraient principalement du domaine des acteurs économiques. Donc, moi, j'ai fait un peu long mais c'est pour planter le décor de ces quatre scénarios et passer peut-être pas forcément du temps dans mes propos, là, dans le quart d'heure sur de la data, des résultats et des chiffres. Ce sujet-là, évidemment, on se l'est posé au niveau du secteur transport et mobilité. En fait, comment on aborde ça? Vous allez voir, il y a une équation en bas, mais ne vous attendez pas à ça. C'est qu'on utilise 5 leviers principaux qui correspondent grosso modo pour, on va dire, 3 ou 3,5 d'entre eux à des leviers type sobriété. Le levier demi, c'est parce que vous êtes plus efficace quand vous abaissez un certain nombre de kilomètres-heure, je sais pas, que ce soit un navire ou une voiture à 110, vous consommez moins qu'à 130. Donc, il y a une part de sobriété là-dedans, de décision de l'utilisateur. Et les leviers qui sont là sont plutôt ceux de l'efficacité. Donc, cette analyse-là, d'un point de vue modélisation et méthode scientifique, nous permet de nous interroger sur comment on peut agir sur la demande, quel niveau de demande. Donc, demande, ça va être le nombre de passagers kilomètres ou le nombre de tonnes kilomètres. Ces indicateurs-là dont je vous parle, donc je vais les détailler par la suite. Voilà, ça va entraîner des prises d'hypothèses et des préconisations pour les pouvoirs publics. Report modaux, je pense que c'est inutile que je m'appesantisse là-dessus, mais l'idée, c'est de privilégier des modes sans émission carbone, mode très faible émission carbone, ou des modes dits massifiés. Typiquement, un RER va être beaucoup plus efficient qu'une voiture individuelle. Taux de remplissage, c'est problématique classique. Il vaut mieux substituer des déplacements. On dit que, par exemple, par l'autopartage, on peut rabattre, économiser la mise en production d'un véhicule sur 6. Donc, ce genre d'informations sont là et on essaye de les documenter dans notre exercice. L'efficacité énergétique, c'est classiquement illustré pour le secteur transport et mobilité par privilégier des objets avec des rendements meilleurs. Et on a un très bon candidat pour notre secteur, c'est l'électrification des usages. Il n'y a pas photo en bilan de demande énergétique entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, même en intégrant ce qui se passe depuis la production d'électricité jusqu'à la puissance restituée à la roue, l'intensité carbone étant la source de l'énergie, donc évidemment entre des vecteurs fossiles qu'on connaît tous, et les candidats, donc l'électricité, le gaz renouvelable en partant de la biomasse et les biocarburants. Donc, cette analyse-là, je vous ai donné un peu la mécanique, je ne vais pas rentrer plus que ça dans des équations. Vous avez du coup une transcription de voilà, quelle a été un peu la suite de notre cheminement. On a fait l'exercice de récit, en fait, quelque part, avant d'arriver à une phase calculatoire. Mais on retrouve, dans le même esprit que l'exercice collégial, ce sujet d'utilisation de ressources locales et de moindre mobilité, en privilégiant des solutions de transport low-tech. En ce moment, pendant que vous parlez, il y a le salon des véhicules intermédiaires qui se déroule à Millau, où l'ADEME montre l'accompagnement qu'elle peut faire sur des véhicules inférieurs à l'automobile, sur lesquels on peut se questionner sur les conditions d'accès en ce moment. Le prix d'un véhicule neuf ou d'un véhicule électrique, ça interroge. Évidemment, du fait qu'on essaye d'être plus frugal, ça questionne l'usage des modes, j'allais dire, de consommation énergétique intense et d'émissions GES élevées comme l'aérien, ou évidemment la voiture et du poids lourd en relatif à ce que peut faire un vélo ou ce que peut faire un train. Voilà. Ensuite, vous avez le même type d'analyse qui est faite sur chacun des 5 leviers, avec un scénario 2 où on va fortement mobiliser le report modal, on va pousser tout ce qui est usage du vélo
usage du train, c'est là où il est le plus développé. Technologie, on va s'appuyer, comme dans l'esprit de ces scénarios, sur les technologies et décarbonées. Donc, il faut entendre par là principalement l'électricité et l'hydrogène produit par de l'électricité renouvelable. Pas question, on n'aura rien gagné, on aura même perdu en rendement si on utilise de l'H2 qui est obtenu par fracture de gaz d'origine fossile. Donc, vous avez ces phénomènes. Et sur le pari réparateur, c'est une solution où on est, on en attend quasi presque de rupture et de technologie super efficace sans changer principalement d'usage. Bon, évidemment, d'un scénario à l'autre, vous retrouvez des constantes, on ne l'a pas remis, mais le pari réparateur va s'appuyer sur de l'électricité, pratiquement pas d'hydrogène parce qu'on n'a pas poussé les énergies renouvelables, puisqu'on considère qu'on va réussir quasiment sans qu'on capturera ce qui reste. Donc, vous avez une philosophie des scénarios dans cette planche-là. Une seule planche avec des données, mais c'est un peu en rebond avec celle que je vous ai présentée. Vous avez à gauche une photo sur ce que ça donne en bilan énergie. Vous avez un chiffre, alors là, c'est sur le périmètre métropole. C'est un travail prospectif, ce qu'on appelle un périmètre territorial. On n'est pas avec les bilans de l'amont, production, énergie, et de l'aval, fin de vie des véhicules. C'est quand même intéressant à cette échelle-là de documenter les évolutions. Vous voyez que sur un pas de temps qui est certes important, entre 2015 et 2050, il y a un effort colossal à avoir sur la consommation d'énergie au niveau du pays, exprimé en terawattheure. Vous devez aller, même dans un scénario qui ne contraint pas la demande de transport, vous devez baisser de 50% jusqu'à 70% la conso d'énergie. Donc, il y a une partie qu'on obtient par la partie bleue, là, qui est le vecteur électrique, parce que je vous ai dit que ça a un meilleur rendement, mais ce n'est pas trivial à faire. Et le bilan GES dont je parlais, les fameux gaz à effet de serre, vous notez que selon les cheminements emportés, vous n'avez pas le même niveau de CO2 résiduel et que c'est pas parce qu'on a choisi S1, S2, S3, S4 et qu'on vous a mis en planche du départ quelque chose qui était plus local vers plus international, une gouvernance locale vers une gouvernance mondiale, qu'au final, le scénario S1 se comporte mieux que les autres. Vu sur cet indicateur-là, vous voyez que c'est plutôt S2, S3 qui se détachent. Sur le plan énergie, c'est plutôt S1, S2. Donc la réponse ne sera pas simple et c'est encore plus compliqué si on ajoute la modélisation économique. Donc vous avez des feuilletons téléchargeables à chaque fois qui documentent un des sujets pour vous. Alors, je ne veux pas vous spoiler les résultats, mais généralement le S2 s'en sort bien sur ceux qui se situent bien. Et évidemment, le résiduel est à capter par les carbones. Donc, je sais pas, au niveau du timing, vous me dites si je suis trop long, parce que je sais que je suis super bavard, mais il me reste trois planches sur lesquelles je peux aller assez vite. C'est bon? 2 minutes. 2 minutes. Donc, en fait, on a 3 planches un peu de résultats finalement de ce travail. C'est qu'on on a bien caractérisé le fait qu'on doit utiliser ces 5 leviers et que ça ne matche pas. On a fait plein de runs en termes de modélisation où, en fait, quand on croise avec tous les autres services, il n'y a pas assez de biomasse, on consomme trop d'électricité, on demande trop de biogaz, on n'a pas assez de biocarburants liquides, essence, éthanol, je ne vous parle pas pour le kérosène. Donc, on a une obligation d'utiliser les 5 leviers. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire, sauf à... C'est quand même l'épisode comme Covid, ce qu'on a montré, c'est qu'on baissait de 5% en gros la consommation d'énergie et malgré tout, le pays avait une demande pour les transports. J'ai une planche sur ça, je ne sais pas si je l'ai en backup, mais je l'ai en tête. Il fallait faire des années Covid où on reste chez soi quasiment tout le temps. Parce que pendant l'année Covid, on avait encore un parc avec des véhicules thermiques. Donc, on a besoin de travailler, baisser cette demande, puis l'activité de transport, livraison de marchandises, tout ça, on l'a bien vu, ça reste essentiel à la vie d'une nation et de nos citoyens. Donc, on ne peut pas rendre nul la demande de transport. Les reports modaux, il faut compter avec l'inertie et la capacité. Reporter sur du train, encore faut-il qu'il y ait
les créneaux et les cadencements, promouvoir les modes actifs, le vélo, les véhicules intermédiaires. Il faut déployer des pistes, il faut que les mentalités évoluent, que ce soit voilà, de privilégier le partage et l'acceptabilité. Et donc, vous avez au final voilà, voilà, ce point d'importance d'agir sur les 5. Et ça, quand on agit sur les 5, en général, c'est bénéfique dans tous les cas. Ça limite la consommation d'énergie, ça facilite la décarbonation, ça permet de limiter le retour au CCS. Excusez-nous, ça, c'est la capture et le stockage de carbone sur les process industriels. C'est pour cette espèce de patch correctif pour dire on émet trop, on capture. Donc, sur la deuxième page de message clé, c'est que un truc qui ressort classiquement, c'est que finalement, ce qui se passe le mieux dans nos modélisations, c'est quand on opte pour le bon mode de transport et la bonne utilisation d'un mode, parce que c'est une chose, la performance de mode, c'est voilà, pour un véhicule, sauf si vous le conduisez comme un cochon, pédale à fond et autres, ça ne va pas forcément être plus fabuleux qu'un véhicule standard et utilisé d'une manière nominale. Ça renvoie aux questions d'éco-conduite. Et donc, besoin et usage sont à concilier. Vous avez des exemples mis avec les pictogrammes. Voilà, évidemment, les modes actifs pour la mobilité de personnes, les transports collectifs plutôt qu'un individuel. Et quand on est sur des usages qui justifient le privilégie, on a forcément un territoire qui n'est pas maillé partout pour des transports en commun ou le cheminement piéton ou la voie cyclable sont développés ou justifiés, parce que voilà, ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent faire 40 km avec un VAE. Il faut aussi penser à ça. Donc, quand il y a ce choix du véhicule qui arrive, finalement, il faut aussi penser à un dimensionnement permanent. Il y a une petite aparté là-dessus. Faire des véhicules électriques pour qu'ils soient exactement comme leurs homologues thermiques, avec 100 kWh de batterie et donc se traîner 500 kg de batterie dont on n'utilise que 20% parce qu'on part 2 fois par an traverser la France, ça interroge, quoi. Et ça interroge en tout cas l'ADEME. Après, ça peut rassurer le client, on comprend bien. Sur les marchandises, pareil, hein, c'est les modes massifiés par opposition au poids lourd. On comprend les contraintes que ça pose en termes de calendrier et ça interroge justement sur est-ce qu'on a besoin, quelque part, c'est le truc que je n'avais pas encore activé, c'est la vitesse de livraison. C'est-à-dire que finalement, on est aussi responsable par nos choix du fait que le système s'oriente vers des modes qui sont énergivores et émetteurs de GES et quelque part qui freinent la transition. Et donc voilà, donc c'est un jeu, je dirais, à plusieurs. L'État a son rôle à jouer, donc il peut commencer à documenter le bilan CO2 d'une livraison de marchandises. Le citoyen peut essayer de refuser systématiquement les livraisons chrono, etc. Et éventuellement voir si on arrive à faire émerger quelque part des livraisons lentes. Parce que sinon, on fractionne. Quand on dit fractionner, ça veut dire que le flux pour arriver plus vite va passer d'un véhicule, d'un poids lourd 44 tonnes, qui dans l'absolu, parfois, c'est intéressant en termes d'efficience. C'est quand même bien plus efficace quand vous imaginez à faire 30 litres au 100 et essayer de porter 44 tonnes avec des voitures. Vous allez voir la consommation que ça fait. Donc, quand on descend au niveau des VUL, là, vous avez le même cheminement finalement. Vous éclatez votre poids lourd en montant de VUL, c'est dommage. Donc, la dernière planche, et je m'arrêterai là pour prendre vos questions, c'est que quand on nous a dit qu'il y avait bien ces leviers, qu'on a cette préoccupation de choisir les bons modes, les bons usages, OK, mais il faut aussi accompagner et qu'on propose quelque chose et qu'on ne culpabilise pas l'acteur, qu'il soit économique ou citoyen, en faisant en sorte que les énergies qu'on propose soient disponibles, qu'elles essayent d'être complémentaires plutôt qu'être tout le temps en compétition, de ne pas artificiellement privilégier une énergie qui finalement aurait un bilan au final pas favorable par rapport à une solution de complémentarité. Veiller, être attentif à l'impact matière. Voilà, quand on déploie l'électricité, on sait que ça va peser et ça va faire des postes d'émissions de gaz à effet de serre là où on extrait le minerai, là où on transforme ces produits. Et quelque part, le dernier message en bas, c'est
chaque fois de bien prendre en compte les contextes, les ressources. Donc, il y a tout un travail, c'est un peu une espèce de, pas une bouteille à la mer que je lance, mais vous dire qu'on travaille au niveau de l'agence en ce moment à explorer le caractère et de régionaliser les exercices transition 2050. Donc, il y a quelques territoires qui se livrent à ça. Je peux vous dire que les Hauts-de-France travaillent sur ce sujet-là. Il y a eu un travail, alors qui n'est pas mené par l'ADEME, par la région sud, donc PACA, sur le sujet, en fait, transition et adaptation au changement climatique. Ils ont 3 scénarios. Il y a des métropoles qui l'ont fait, je pense à Grenoble, je sais que La Rochelle, ils ont une expérimentation territoire zéro carbone. Donc, ils ont, voilà, ce mécanisme est partagé par d'autres acteurs. Évidemment, le secrétariat général à la planification écologique, on peut se satisfaire que cette structure ait été créée pour rendre tangible tout ce travail dans lequel l'ADEME participe, doit prendre, à mon sens, des déclinations régionales et locales. Donc, merci pour votre attention. J'étais un peu long, je veux bien prendre vos questions. Par contre, je n'ai pas accès pendant que je partage au fil de discussion. Je pense que ce sera plutôt dans la salle. Je vais essayer de le mettre sur mon autre écran. Ouais, merci beaucoup Stéphane. Tu restes avec nous. Pierre, tu restes avec nous aussi. Oui, bonjour. Philippe Bécoulet, donc solution de mobilité MobiDream, portée par une association située dans le sud du Loiret. Alors, avec mes voisins, on a bien constaté qu'on était tous mobilisés et convaincus qu'il faut changer les choses. Démonstration faite là par toutes ces slides qui sont parfois même un peu alarmantes. Mais notre question immédiate, c'est où trouver les financements et comment activer les bonnes structures pour que des projets puissent naître et puissent être mis en expérimentation. Voilà, merci. Merci. Alors, on va prendre peut-être d'autres messages et puis on interrogera après Pierre, Stéphane ou n'importe qui veut répondre. Oui, madame, au fond. En fait, je ne sais pas si on arrivait à un compromis et c'est pas très grave, mais en tout cas, on a échangé. C'est déjà plutôt sympa. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est toujours cette difficulté pour chacun de changer de comportement, de changer ses habitudes, de se remettre en perspective et finalement de se dire « Allez, c'est super, je vais m'acheter un super gros SUV électrique ». D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est qu'on ne parle pas non plus de comment on produit et on sort tout ce qui était rare, etc. Parce qu'il y a quand même un petit impact social et environnemental qui est quand même assez intéressant. Donc là, c'est quand même très franco-français. Donc voilà, c'est toujours comment, en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est comment vraiment on mobilise les gens au-delà des éco-gestes pour vraiment se dire, OK, là, le changement, ça se fait dans le temps. C'est pas sur un instant. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour moi sur l'information d'abord et la sensibilisation ensuite. Merci. Ce qui peut être intéressant, là, peut-être on ne va pas forcément se répondre les uns les autres maintenant, c'est d'identifier ceux qui posent les questions et puis d'aller échanger au moment du buffet, parce que je suis sûre que sur la question des financements ou sur la question de l'accompagnement au changement, il y a plein de monde qui a des idées. Je cible par exemple WeMove là-bas. Enfin, on est nombreux à agir sur l'accompagnement au changement, donc il y a plein de choses à partager. D'autres ? Oui, madame. Mon voisin, en fait, on a découvert avec mon voisin, en fait, qu'on avait peut-être des projets sur Montargis, tous les deux. Et la grande question, c'est comment on fait Orléans-Montargis, en fait, parce que c'est assez compliqué. Et que, finalement, on pourrait s'organiser tous les deux, peut-être, à la rentrée. Voilà. Donc, merci de nous avoir suggéré. Mais depuis le début de la matinée, on avait un échange. Et là, on est sur du concret. Merci. Du covoiturage donc qui va se monter. Peut-être d'autres. Et puis après, on prendra aussi des questions. Hein. Évidemment, on peut poser des questions à Stéphane et Pierre. Monsieur là-bas. Merci. Philippe Verdier, association Virage Énergie Centre Val-de-Loire, qui est membre d'une coalition de 9 associations. Alors, avec mon voisin, on a échangé sur la présentation des scénarios. Et on s'est intéressé au premier scénario qui tourne autour de la frugalité. Et en se disant, voilà, est-ce que la sobriété
heureuse dont on cherche à se faire un objectif, est-ce qu'elle est vraiment possible? Ce scénario parle de frugalité contrainte et on se dit, il y a la sobriété heureuse. Elle est peut-être heureuse, mais elle est peut-être aussi contrainte. Et peut-être qu'on... Bon, ce qui nous attend, c'est la frugalité. Voilà. Et j'ajoute une question pour polémiquer un peu. Voilà. Sur les modes actifs à développer en région, où la région a fait beaucoup de choses et a aussi des difficultés. Je dirais par exemple que tout à l'heure, une dame parlait de Châteauroux, Loge, Tours par SNCF à développer, à créer. Et elle parlait du sud et du nord de la région. Dans le nord de la région, c'est pas forcément bon. Chartres-Orléans, SNCF, ça fait 50 km. Ça fait 25 ans qu'on en parle. En 25 ans, on a fait la moitié du parcours. On a fait 25 km. Ça fait 1 km par an. Voilà. Donc, peut-être que... Comment faire pour changer de braquet? Alors, je ne sais pas si sur cette question, il y a quelqu'un de la région qui pourrait répondre. On n'a pas de représentant de la région pour le moment. Vous pourrez poser cette question cet après-midi. Pardon. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier message clé et ou des questions pour Stéphane et Pierre? Oui, Vincent, le micro arrive. Bonjour, merci. Vincent de Georges de l'ADTT, c'est les transports collectifs en Touraine. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est les inégalités, notamment là, avec le tableau avec tous les déciles et vraiment les inégalités pour l'histoire des véhicules notamment, hein, mais pas que. Voilà, ça m'a vraiment frappé. Voilà, c'était surtout ça que je voulais dire. Oui, sur l'ampleur, et on peut retenir effectivement les 13 millions de Français en précarité mobilité. Ce n'est pas que des gens qui n'ont pas accès à la mobilité, c'est aussi des gens qui ont une voiture, mais qui, évidemment, vont se retrouver en difficulté. 13 millions, ça peut être un chiffre qu'on peut effectivement évoquer régulièrement. Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Puis après, on va poursuivre avec notre dernière intervention. Donc, Laurence Picado de Vélo et Marche à Tours. Moi, je voulais quand même souligner que la mobilité, ce n'est pas que des contraintes, que des problèmes et que... j'aimerais apporter un côté positif de la mobilité. Ça peut être très agréable aussi, et y compris la mobilité durable. Voilà. Moi, je fais du vélo. Je me déplace beaucoup à vélo en transport en commun et c'est pas le bagne. Voilà. Mais ça peut faire le lien parfait avec ce que disait Madame. Comment on arrive à un moment à changer de comportement, effectivement, insister sur ce qu'on en retire, de passer à des mobilités plus durables. Ça peut être le levier. Je vous propose de poursuivre. Du coup, je vais remercier Stéphane et Pierre. On n'a pas eu de questions spécifiques sur vos interventions. N'hésitez pas à rester avec nous si vous avez le temps, mais on va passer à la 4e intervention avec Julien Olivier, donc de la DREAL. Je vais mettre la présentation, mais je vous laisse commencer. Il y a une question intéressante sur la sobriété heureuse ou contrainte. Effectivement, on a mis en avant contrainte pour le scénario 1 pour un peu contraster le scénario 2 où c'est plutôt de la sobriété choisie. Mais il faut imaginer que cet aspect contrainte, on va la retrouver peu ou prou dans tous les 4 scénarios si on veut tenir les objectifs. Et je rajouterai juste un dernier mot. Il est prévu que nous publions un document sur le sujet sobriété dans Transition 2050. Il est quelque part à les dernières relectures avant le mot à tirer. Je ne peux pas vous donner la date exacte de sortie, mais ça sera rajouté sur notre site web. Merci en tout cas.